Plus de 5 mois d'offensive génocidaire à Gaza, plus de 5 mois de massacres et de barbarie et un cessez-le-feu qui n'a toujours pas vu le jour et qui n'est toujours pas d'actualité alors que la situation humanitaire sur place est plus que désastreuse. Cette offensive génocidaire a dévoilé au grand jour le visage de l'occupant sioniste jusque-là adoubé par l'Occident pour servir ses intérêts mercantiles au Moyen-Orient. Depuis plus de 5 mois, le peuple palestinien, quant à lui, force le respect par sa résilience et son courage et ne renonce pas à son droit, à savoir l'édification d'un État palestinien en terre palestinienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Al24 News et vous regardez l'échiquier international qui poursuit sa couverture continue du génocide que subit actuellement la bande de Gaza en Palestine occupée. Et pour continuer à en parler ce soir, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Omar Benbarti, analyste politique qui nous rejoint depuis Oran. Bonsoir, Monsieur Benbarti. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Tinan et Saaf Tolkom. Merci, Monsieur Benbarti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Benbarti, sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. Moins de 24 heures après la proposition américaine d'un cessez-le-feu qui s'est heurté très vite à un veto russe et chinois, mais aussi au refus algérien en raison de la faiblesse de ce projet qui n'est nullement contraignant contre l'entité sioniste. Le SG, ou le secrétaire général de l'ONU, se rend en Égypte et condamne le blocage des aides sur la frontière. Il dit que cela est immoral. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, reconnaît que l'ONU est dans un état comateux puisqu'il ne peut absolument pas contraindre l'entité sioniste? Tout à fait. Ça fait déjà plus de 6 mois que l'ONU est dans un état comateux et M. Guterres, le secrétaire général, est coincé parce qu'il ne peut effectivement rien faire. Mais ça montre simplement l'inanité de ces organismes qui sont installés depuis belle lurette maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui sont arrivés au bout de leurs limites. Le fait que les Nations Unies ne peuvent pas, et le Conseil de sécurité en particulier, n'arrive pas à faire passer une résolution quelconque, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte à la création de l'État sioniste et Dieu sait combien les États-Unis ont opposé de veto contre la décision de ce Conseil de sécurité. Ce qui s'est passé aux Nations Unies lorsqu'hier notre représentant a pris la parole, il a bien démontré la mécanique hypocrite qu'a développée la représentante des Nations Unies, qui depuis 6 mois ne font que faire traîner en longueur la possibilité d'un cessez-le-feu. Et comme ça, un bon matin, ils décident qu'il y ait un cessez-le-feu, en insistant toujours, bien entendu, sur le fait qu'il faille reconnaître les crimes qu'ils appellent, eux, des crimes du Hamas. Et ils exigent des membres du Conseil de sécurité de les condamner. Mais concernant les souffrances des Palestiniens et les plus de 30 000 morts et les dizaines de milliers de blessés et d'handicapés qui existent, ça c'est le dernier de leurs soucis. Donc ça montre toute l'hypocrisie de ce que vous appelez l'Occident, mais qu'il ne faut plus appeler comme ça, parce que ce n'est pas un Occident, ce sont les États-Unis qui décident, avec leur façon à eux, de définir une politique dans cette région-là, et ça commence vraiment à fatiguer aussi bien le représentant de la Chine, qui est intervenu, que le représentant de la Fédération de Russie, qui lui aussi a très bien parlé, et l'Algérie, qui a eu le courage de mettre elle aussi de dire non, de s'opposer. Il y a eu trois votes contre et une abstention, la Guyane. Mais cela ne fait qu'accentuer la position des Américains qui continuent à fonctionner sur le registre de l'hypocrisie. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Monsieur Benbarti, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à contraindre l'entité sioniste? Vous avez dit qu'il y a le veto américain, mais au-delà du veto américain, alors qu'on sait qu'il y a aujourd'hui 32 000 martyrs selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé à Gaza, dont plus de 50% sont des enfants. Et là, c'est les organismes onusiens qui parlent. Mais pourquoi on n'arrive pas à la contraindre au-delà du veto américain? Vous savez, l'année 2024, c'est une année très importante et ce sera une année charnière. Je l'avais déjà dit sur votre antenne. Cette année 2024 va avoir de très, très grands bouleversements.
Vous voyez ce qui se passe, ne serait-ce que chez nous, ce qui s'est passé hier à Moscou avec Mhm. 133 victimes déclarées. Donc, nous sommes face à une année qui va apporter avec elle de très gros bouleversements. Et je crois que l'ensemble des pays de la planète sont un peu sur leur garde. Ils ont un petit peu, entre guillemets, la trouille. Et tout le monde se demande ce qui va advenir de leur situation. La réaction que va développer la Fédération de Russie suite à l'attentat meurtrier d'hier va être catastrophique. Ils ont visé et les États-Unis, encore une fois, ont joué de leur hypocrisie en disant c'est l'État islamique. Mais enfin, même les Russes n'ont pas encore défini l'origine de l'attentat, que eux déjà, ils annoncent que c'est l'État islamique. Mais l'État islamique, nous savons tous, nous ici en Algérie et ailleurs dans le monde, que l'État islamique, c'est la CIA qui l'a créé, qui le finance. Donc, il y a une volonté. Mais pour répondre à votre question, pourquoi personne n'est en mesure aujourd'hui de faire plier le raciste, le criminel qui s'appelle Netanyahou et son équipe de psychopathes, comme je les avais qualifiés, ces gens-là, conscients du soutien qu'ils ont des États-Unis, font ce qu'ils veulent. Et les Palestiniens ne sont pas encore en situation de développer une unité, une unification de leur rang qui fait qu'aujourd'hui on puisse casser définitivement l'image que veulent développer les États-Unis, à savoir que c'est le Hamas. C'est pas le Hamas, c'est la résistance palestinienne. Mhm. Et donc, toutes ces factions palestiniennes, le Hezbollah, Hezbollah c'est libanais, toutes les factions palestiniennes, et même l'OLP, le Fatah, qui a été réuni à Moscou il y a un peu plus de mois par Poutine, tous ces gens-là doivent comprendre une chose, c'est que à terme, bien sûr qu'ils finiront par vaincre. Aujourd'hui, il y a une débâcle, une véritable débâcle de l'État sioniste. C'est une débâcle, il faut appeler les choses par leur nom. Ils ont beau bombarder, raser, détruire, bombarder, faire tous les massacres possibles et imaginables, ça ne changera strictement rien à la donne du problème qui est que, tôt ou tard, le peuple palestinien aura son État. Et ça, c'est une guerre coloniale, comme nous Monsieur l'avons Benparti, connue nous je ici me en permets, je Algérie. me permets de vous arrêter là parce que vous touchez un point très important. Vous dites que finalement l'entité sioniste n'est pas en train d'atteindre ses objectifs de guerre annoncés tels que préconisés par le Premier ministre de l'occupation. Est-ce que finalement on peut dire qu'aujourd'hui le Premier ministre de l'occupation et son armée ont une méconnaissance réelle du terrain sur Gaza et de ce qu'est la résistance palestinienne? Bien sûr qu'ils le savent. Bien sûr qu'ils le savent. Benny Gantz, son ministre de la Défense, ils sont tous des anciens des services secrets. Et lui-même, bon, vous l'appelez le Premier ministre, moi je l'appelle le raciste, le criminel. Mais ils savent tout ça. Lorsqu'il y a eu les premières, le 7 octobre, lorsque le Hamas a décidé de passer à l'action, c'est parce qu'il voyait que la cause palestinienne commençait à être enterrée par les accords d'Abraham et le jeu de certains pays arabes de la région. Et à partir de ce moment-là, lorsque les services secrets ont décortiqué l'attaque qu'avait menée le Hamas, elle est extraordinaire. Ils ne s'y attendaient d'aucune manière parce que du point de vue de la défense et des dispositifs électroniques qu'ils avaient mis en place pour se protéger, ils n'en revenaient pas. Ils ont raconté après tous les mensonges possibles et imaginables. Et je vous rappelle que ça a été repris hier par la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité qui a parlé de viols, de massacres, etc., alors qu'il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu, les journaux israéliens eux-mêmes ont dit que sur les 1400 morts qu'il y avait déjà 200 Palestiniens qui avaient été tués par les hélicoptères israéliens et que le reste avait, parce qu'ils ont tiré de n'importe quelle manière sur tout ce qui bougeait. Donc, le narratif, ce narratif qui continue encore d'exacerber la mentalité de certains présentateurs sur les plateaux de télévision occidentaux, comme vous dites, ce narratif-là, il est difficile de le faire sortir. Le travail que vous faites et que font certaines stations peut-être à travers le monde, il n'est pas évident parce que la mainmise sur les médias, elle est omniprésente. Lorsque vous voyez un BHL, un Bernard-Henri Lévy qui se prétend intellectuel et qui est présent sur tous les plateaux de télévision française et qui déclare qu'Israël a le droit de se défendre, etc. Enfin, le baratin que l'on connaît et qui est culé. Moi, j'ai envie de me dire, si je suis en face de lui, je l'étrangle, ce type-là, parce qu'il est plus menteur que lui, on ne peut pas, ça n'existe pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que
Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Il s'agit de continuer à faire le job de sorte que les Palestiniens ont administré la preuve que Tsahal, ce qu'ils appellent eux Tsahal, l'armée israélienne n'était pas si invincible qu'elle le disait. Ça fait 6 mois. Ils n'ont rien atteint de leurs objectifs militaires. Aucun. Ils bombardent tous les jours. Il n'y a pas de décès en face, il n'y a rien. Ce n'est pas une armée qui se défend. Ce sont des pauvres populations civiles qui sont massacrées au quotidien. Ils veulent raser parce qu'ils ont l'objectif. Ils disent qu'ils veulent occuper Raza, mais ils n'occuperont rien du tout. Ce n'est pas vrai. Raza, c'est une ville millénaire. Elle a appartenu de tout temps à ses habitants. Elle ne va pas appartenir à une bande de déracinés qui sont venus d'un peu partout de l'Europe et qui se prétendent aujourd'hui le peuple élu et que ces terres leur appartiennent. C'est comme si les Romains disaient aujourd'hui, nous, en Afrique du Nord, nous avons Timgad, nous avons Djemila, et donc ça nous appartient. C'est quelque chose qui ne va pas dans la tête de ces gens-là. Mais ce que fait ce monsieur Guterres, il ne fait rien, lui. C'est un pantin. Que voulez-vous qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Et finalement, que signifie cette visite alors qu'on sait en ce moment même, depuis 6 jours, l'hôpital d'Ashifa est sous un blocus sioniste et plus de 300 malades palestiniens et blessés ont été interpellés à l'encontre du droit international, ou encore ces déclarations du Premier ministre de l'occupation sioniste qui affirme que l'offensive terrestre sur Arafat est importante pour en finir avec la résistance palestinienne, entre guillemets, je cite, il dit, pour défaire le Hamas, j'ai besoin de rentrer à Rafah. Que signifie cela aujourd'hui et surtout que Guterres finalement arrive alors qu'un hôpital se fait assiéger? Si vous prenez l'analyse du point de vue stratégique, c'est l'Égypte qui fait pression sur Guterres pour essayer de le faire venir, parce que l'Égypte est liée par des accords avec l'entité sioniste, des accords très importants. Et l'Égypte a la trouille, je dis bien la trouille, de devoir remettre en cause ces accords. Les Israéliens, aussi psychopathes qu'ils peuvent l'être, savent très bien que s'ils touchent à Rafah, ça va déclencher quelque chose avec l'Égypte. Et ces pays-là, chacun tient l'autre par la barbichette. Et donc là, moi je pense que Guterres, il est à Rafah, non pas parce qu'il est plus droit de l'homiste que je ne sais qui, mais parce que les Égyptiens lui ont dit, écoute, il faut venir parce que nous commençons à être dans une situation délicate vis-à-vis de Benjamin Netanyahou et du gouvernement sioniste. Parce que je vous rappelle, et vous le savez, que les négociations, entre guillemets, parce qu'il faut les prendre comme ça, sont menées à part les États-Unis, bien entendu, les services secrets des États-Unis, l'Égypte, le Qatar et le Mossad. Et bien entendu, les relais qui existent de la résistance palestinienne. Mais encore faut-il qu'eux-mêmes se mettent d'accord sur certaines choses. Justement. Ce n'est pas tous les... Oui. Justement, monsieur Benbarti, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui, ces pourparlers qui sont menés pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza sont bloqués par l'entité sioniste? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'entité sioniste refuse l'idée d'un cessez-le-feu? Pourquoi est-ce qu'un cessez-le-feu fait peur à l'entité sioniste? Il n'y a pas que l'entité sioniste qui refuse le cessez-le-feu. Il faut se détromper. Les pays arabes limitrophes refusent aussi le cessez-le-feu. Ils déclarent officiellement qu'ils sont pour le peuple palestinien, etc. Les pays arabes limitrophes, est-ce que vous parlez des pays, désolé de vous couper, est-ce que vous parlez des pays qui ont signé l'accord d'Abraham? Absolument, absolument. Comment voulez-vous que des pays qui ont signé avec une institution qui s'appelle l'entité sioniste, comme le Maroc à côté, comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme les Émirats, comment voulez-vous qu'aujourd'hui ils veuillent et ils aient dans l'esprit les régimes, et qu'ils aient dans l'esprit la création d'un État palestinien? Ils disent quelque chose, mais en sous-main, ils souhaitent que l'entité sioniste finisse le job. Comme disait Obama quand il a assassiné Kadhafi, we have to finish the job. Nous devons finir le travail. Et donc, ils souhaitent que ça arrive. Mais même les Américains, Joe Biden, qui était le premier à débarquer en Israël et qui a serré dans ses bras Netanyahou en lui disant « je suis sioniste alors qu'il est protestant, je suis juif, blablabla ». Bla, bla, bla. Et Anthony Blinken, qui est aussi le pire des menteurs que la terre ait pu porter. Ces gens-là tiennent un discours d'hypocrisie phénoménale
mais ils défendent leurs intérêts. C'est-à-dire que si les gens d'en face ne comprennent pas ça, ils profitent de la situation des gouvernants de certains pays arabes qui ont tous les moyens de s'opposer à l'expansion de l'armée israélienne, mais qui ne le font pas. Il faut se poser la question. Et donc, les mutations qui vont se produire au courant de cette année, c'est qu'eux-mêmes sont menacés de disparaître. C'est-à-dire, bien entendu, le régime sioniste de Netanyahou disparaîtra. J'espère qu'il sera pendu haut et court, comme je l'ai déjà dit une fois. J'espère qu'ils seront poursuivis par la Cour internationale de justice. J'espère qu'on pourra un jour leur faire avaler leur extrait de naissance parce que ce sont des crapules finies, comme ça, c'est pas possible que ça existe. Mais les régimes arabes qui sont autour, et je mets dedans le Qatar, il ne faut pas se faire d'illusions, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes, la Jordanie et l'Égypte, ces pays-là, ces régimes, je dis bien ces régimes, ces gouvernants, eux aussi sont menacés de disparaître. Et je pense que 2024 verra leur disparition. Est-ce que finalement on peut dire aujourd'hui que le deux poids, deux mesures de l'Occident, aux côtés des accords d'Abraham, constitue une des principales faiblesses de la Palestine pour l'édification de ce qui est son droit inaliénable, à savoir un État palestinien en terre palestinienne? Ce deux poids, deux mesures, il ne s'exprime pas que vis-à-vis de nos amis palestiniens, il s'exprime aussi pour les Sahraouis. Deux poids, deux mesures, c'est le même discours. Il s'est exprimé de manière flagrante lorsque Poutine a affronté depuis 2013-2014, il affronte l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il leur dit depuis 10 ans arrêtez d'avancer, arrêtez, jusqu'à ce qu'il y ait une opération militaire spéciale qui soit développée en Ukraine, alors que tout le monde, l'histoire, c'est que la Crimée appartient à la Russie. La Crimée, c'est un département russe. Tout le monde sait qu'Odessa, c'est un port russe. Tout le monde sait que l'Ukraine, c'est la vieille Russie, etc., etc. Mais le deux poids, deux mesures, il fait partie intrinsèque de la mentalité de cet Occident que vous évoquez, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque les négociateurs, nous sommes au lendemain du 19 mars 62, les négociateurs des accords d'Évian avaient discuté avec les autorités. Vous savez que la guerre d'Algérie qui a duré de 54 à 62 aurait pu s'arrêter en 58, 59. Mais parce que les négociateurs algériens, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Karim Belkacem, tous ces gens-là avaient dit niet, nous on veut le Sahara aussi. Et De Gaulle avait avec tout l'establishment occidental de l'époque français, il avait dit bon, ok, on va leur donner l'indépendance au nord jusqu'à Tiaret, après terminer tout le sud, c'est pour nous, parce qu'il y avait du gaz, du pétrole, etc. Mais ça a duré 4 ans de plus, 4 ans, pas quelques mois, 4 ans de plus, parce que les Algériens avaient dit il n'en est pas question. L'Algérie, c'est jusqu'à Tamanrasset, c'est jusqu'à Tindouf. Donc, ce deux poids, deux mesures, il fait partie intégrante de la dimension culturelle des pratiques de cet Occident que vous évoquez, qui s'appelle l'impérialisme. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Monsieur Benbarti, un autre fait est passé en blackout où on en a très peu parlé. Ces dernières 24 heures, l'entité sioniste a annoncé la saisie de 8000 hectares de nouvelles terres en Cisjordanie, occupée la plus importante, saisie de terres ou accaparement de terres palestiniennes depuis les accords d'Oslo. Que signifie, est-ce qu'aujourd'hui finalement l'entité sioniste et son premier ministre qui a multiplié les colonies depuis son arrivée au pouvoir se croit réellement dans l'impunité la plus absolue? Bien sûr, il ne peut que se croire dans une telle... Quand il a en face de lui un président de l'autorité palestinienne, Abou Maïzen pour le nommer, qui ne dit rien. Parce qu'en Cisjordanie... Je crois que nous avons perdu notre invité. On va attendre que nos collègues de la régie essayent de le recontacter. Pour l'instant, je vous propose les images d'Antonio Guterres en Égypte aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, là maintenant, on regarde les images d'Antonio Guterres qui est arrivé ce matin en Égypte 24 heures à peine, moins de 24 heures après que la proposition des États-Unis pour un cessez-le-feu se soit heurtée à un veto chinois et russe, et dans le même moment un refus de l'Algérie. Et ici, à la frontière de Rafah, aux portes de Rafah, le secrétaire général qu'on regarde à
actuellement, a affirmé que le blocus des aides alimentaires pour la bande de Gaza était immoral et que cela devrait cesser. Ces déclarations qui ont suscité bon nombre de commentaires de la part de la presse étrangère, mais aussi de la presse arabe, estimant que cela était un pas en avant pour peut-être parvenir à un round de pourparlers ou au moins l'acheminement des aides vers la bande de Gaza. Alors, nous avons retrouvé notre invité, Monsieur Benbarti. Monsieur Benbarti, alors, vous étiez en train de nous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'antité-sioniste et son premier ministre d'extrême droite, ou comme vous aimez, vous, à le dire, ce raciste, se croit réellement dans l'impunité. Il est dans l'impunité tant qu'il a le bras séculier et protecteur des États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique alimentent l'armée que dirige ce raciste en bombes, en munitions, en avions, etc., en experts, en conseillers. Ce sont les conseillers américains qui font la guerre. Les Palestiniens ne font pas la guerre à l'entité sioniste, ils font la guerre aux États-Unis d'Amérique. Il faut être quand même clair. Et Blinken, ce n'est pas le représentant, c'est pas le secrétaire d'État américain, c'est le responsable en chef des opérations qui se tiennent actuellement en Palestine. Donc, ce que fait Benjamin Netanyahou, ce criminel raciste, il ne fait rien d'autre. Il a une carte blanche totale et il sait que quoi qu'il advienne, n'oubliez pas qu'il a la nationalité américaine. Dès lors que demain son gouvernement tombera, il va prendre son avion, il va retourner aux États-Unis d'Amérique et en tant qu'Américain, personne ne pourra le toucher. Parce que le droit international veut qu'on ne puisse pas attaquer un citoyen américain. Il en est conscient de ça, il le sait pertinemment. Son fils, il est bien aux États-Unis, que je sache. À partir de ce moment-là, il ne faut pas se focaliser sur ce salopard. Il faut que nous comprenions les enjeux stratégiques qui sont en cours. Les États-Unis sont en train de perdre pied en Ukraine, c'est pour ça qu'ils ont fait cet attentat hier à Moscou, et ils sont en train de perdre pied, parce qu'ils ont tout fait pour aider l'entité sioniste à se débarrasser de cette population de Gaza. Cela fait 6 mois maintenant, et après 6 mois, après avoir assassiné des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'enfants, ils n'ont rien pu obtenir. Même pas la libération de ce qu'eux, ils appellent des otages. Pas des otages. Justement, est-ce que pour des soldats israéliens qui sont faits prisonniers. Justement, est-ce que vous venez de dire que finalement les États-Unis et l'entité sioniste et l'ensemble de leurs alliés sont complètement désœuvrés? Depuis longtemps, on a engagé la sécurité de l'entité sioniste sur l'insécurité de la Palestine et de son peuple, notamment avec Gaza et le blocus qu'elle endure depuis plus de 16 ans. Venant à s'ajouter à cela, les accords d'Abraham. Est-ce que finalement l'entité sioniste et les États-Unis ont construit un château de cartes qui s'est effondré face à la résistance du peuple palestinien et sa résilience et son refus de renoncer à l'édification d'un État palestinien, comme on voit sa résistance incroyable et admirative depuis plus de 5 mois? Vous avez parfaitement raison. Ce à quoi nous assistons, c'est à l'effondrement de ce que vous avez appelé ce château de cartes. Nous assistons à un effondrement, mais ce n'est pas l'effondrement seulement lié à la capacité, à la résistance et à la résilience du peuple palestinien. C'est lié au fait que les États-Unis, c'est toute la région qui est en cause, n'ont jamais voulu lever la main sur ce qui se passe en Arabie Saoudite, aux Émirats, les petits royaumes, les petites monarchies à la noix de coco qui existent là-bas, et qui, parce qu'elles ont de l'argent et elles ont la protection. Je vous rappelle le nombre de bases américaines qui existent en Arabie Saoudite. Je vous rappelle le nombre, qu'il y a 4000 soldats dans une base américaine au Qatar, donc qui ne viennent pas nous raconter des salades, ces gens-là. On sait pertinemment qu'ils sont sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique ne veulent pas lâcher le morceau. C'est pas Israël, je l'avais dit aussi, ce n'est que un porte-avions terrestre des États-Unis d'Amérique qui est fiché, implanté là-bas, et les populations qui sont là-bas n'ont strictement rien à voir avec la Palestine, ni avec le Moyen-Orient. Ça vient du Khazar, ça vient d'Allemagne, ça vient d'Italie, ils viennent de partout. Ils n'ont rien de juifs, ces gens-là, si vous réfléchissez sérieusement. Mais maintenant que tout ça se dévoile et que se déchire sur leurs immenses mensonges, à partir de ce moment-là, c'est les autres pays qui vivent dans cette région, et il y a surtout, ne l'oubliez pas, il y a 2 puissances qui sont là-bas, qui sont en éveil. Il y a bien entendu la République islamique d'Iran,
et que personne n'a touché jusqu'à présent. Ils ont tout fait, les Israéliens, pour essayer d'entraîner les Américains, mais les Américains ont une trouille bleue d'intervenir en Iran. Il ne faut pas croire qu'ils sont capables, mais ils ne veulent pas. Et il y a la Turquie. La Turquie, bon, bien entendu, elle joue sur des œufs parce qu'elle est membre de l'OTAN, mais en même temps, elle a une mauvaise Très, réputation dans les pays arabes, puisque l'Empire ottoman très, n'a pas laissé que de bons souvenirs. très bien, Monsieur Bembarti. Merci pour l'ensemble de ces éclairages et merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Très bien, quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.